Ok, alors bonjour à tous. Je prends le temps ici de faire un document que je vais appeler, comment je vais l'appeler? Disons que je vais l'appeler un master plan pour le jardin 2024. Alors c'est un document dans lequel je vais résumer un petit peu tous les points les plus importants pour préparer votre jardin de l'année prochaine, mais pas en m'arrêtant trop longtemps sur chaque point, mais en essayant de faire une vue aérienne de tous les points qui comptent pour qu'un jardin fonctionne, en essayant de vous proposer des solutions un peu minimales, un peu efficaces pour que ça tourne. Il y a beaucoup de points auxquels il faut penser, il y a toujours des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas imaginé pour qu'un jardin fonctionne. C'est un projet compliqué, être jardinier, vraiment jardinier professionnel, pas mémé qui fait son petit jardin dans son coin ou un amateur, mais professionnel. On a envie que ça fonctionne et il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, auxquelles on ne peut pas penser. Il y a forcément des situations qui vont être ingérables, des surprises qui vont arriver. Et donc là, il va falloir que vous pensiez à plein de choses si vous voulez créer un jardin ou pour votre jardin l'année prochaine, votre jardin pro, pour que ça tourne bien. Et il y a forcément quelque chose que vous n'aurez pas le temps de faire, auquel vous n'aurez vous n'aurez pas le temps de vous y arrêter pendant longtemps, vous trouverez pas les solutions les plus optimales. Mais là, du coup, ce que je vous propose, c'est d'avoir une solution facile et rapide pour tous vos problèmes, quels qu'ils soient. Comme ça, si jamais vous n'avez pas le temps de vous occuper de vraiment peaufiner la fertilité, je vous donne une solution un peu directe, comme ça, le truc qui fonctionne le mieux. Et puis ensuite, vous pourrez éventuellement optimiser si vous le souhaitez, mais en tout cas, vous avez une solution rapide, efficace, une réponse aux questions les plus importantes, et vous pouvez avancer sur d'autres points et essayer et vous augmenter vos chances de faire que quand la saison viendra, vous aurez des récoltes abondantes, un jardin qui sera beau, qui sera fonctionnel, qui sera efficace et éventuellement, parce que c'est l'objectif de mon travail, vous pourrez bien gagner votre vie en étant jardinier urbain, jardinier sur petite surface, producteur de légumes ou de fleurs ou que sais-je, ça c'est un peu votre problème, mais en tout cas, il s'agit d'une quête de la productivité à des fins professionnelles. Et donc ça peut être intéressant pour d'autres personnes aussi, mais ça c'est l'objectif. Donc je vais parler de certaines choses, comme par exemple de réglementation au niveau de l'hygiène, au niveau administratif, ou encore je vais parler de vente, comment vendre, à qui vendre, tout ça. C'est pas forcément des choses qui intéressent tout le monde, mais c'est des choses qui sont importantes si vous voulez être professionnel. Et c'est vraiment à vous que je m'adresse, vous qui avez un projet, qui avez envie de faire ce métier, qui est vraiment le plus beau métier du monde, mais qui est difficile à faire. Et je pense que d'avoir un petit document comme ça, un plan d'ensemble avec des réponses rapides à toutes les questions, même si vous avez déjà des réponses pour certaines de ces questions, ça vous fera pas de mal, ça permet de remplir un petit peu les trous et puis éventuellement de faire une petite to-do list, une checklist de toutes les choses auxquelles il faut penser. Auquel vous aviez pas forcément pensé. Voilà. Alors, d'abord, avant de commencer, avant de vous faire le plan et de détailler tout ça, je vais me présenter. Je m'appelle Nathanaël Frey. Moi, je suis maraîcher, producteur de micro-pousses, de légumes et de fleurs depuis 2017 à Strasbourg. Alors, c'est un peu épique. J'ai pas commencé à Strasbourg, j'ai commencé ailleurs. Ensuite, j'ai déménagé encore ailleurs pendant 3 ans, et là maintenant je me suis installé définitivement dans un quartier de Strasbourg en banlieue où je produis mes micro-pousses. C'est là que j'habite, c'est là que je produis les micro-pousses, et c'est aussi dans ce quartier-là que j'ai un terrain sur lequel je fais pousser des fleurs. Actuellement je produis pas de légumes, mais j'en ai produit ces dernières années avec succès, et je produis des fleurs sur ce terrain en banlieue pour les vendre. Depuis l'année dernière, on vend des fleurs, on fait des bouquets et on vend ces bouquets aux restaurants et aux particuliers sur les marchés.
Voilà. Par rapport au format, donc vous avez sans doute remarqué que c'est un format plutôt audio, enfin complètement audio en fait. C'est-à-dire que moi, ma manière d'apprendre, c'est par l'audio et pas par l'image, pas par des cours. Je déteste me mettre en face d'un écran et regarder quelqu'un donner un cours. C'est vraiment un système d'apprentissage qui fonctionne pas pour moi. Au contraire, si je suis en train de bricoler, en train de travailler, en train de semer, en train de gérer de faire mon travail, faire un travail manuel. Si j'ai quelqu'un qui me parle dans mes oreilles, alors ça va vraiment bien fonctionner pour moi. Bien sûr, il faut que j'écoute sur un sujet 10 fois plus que si j'étais en train de me concentrer, ou quelqu'un qui est capable de se concentrer pour apprendre. Ça prend beaucoup plus de temps, mais ça me permet de faire autre chose à côté. Et du coup, c'est comme ça que j'apprends, moi. Vous voyez, j'écoute des tas de choses pendant des journées de travail. Je suis assez insatiable par rapport à ça, donc ça me dérange pas de passer 6 heures avec des écouteurs sur les oreilles, et j'écoute des contenus. Et voilà, je dirais que ma manière d'apprendre, ma zone de confort d'apprentissage, elle est pas dans la concentration, mais elle est dans l'infusion. Et du coup, comme je souhaite créer comme je souhaite créer, je trouve pas le mot là, mais comme je souhaite créer des médias, des documents, comme je souhaite créer de l'éducation, faire faire quelque chose d'éducatif. J'ai envie de partager ce que j'apprends, ce que j'ai appris par le passé, ce que j'apprends aujourd'hui, ce que je vais apprendre dans le futur. J'ai pas envie de me mettre devant une caméra et de faire un cours magistral qui devra être regarder avec attention, concentration, en prenant des notes et tout ça, parce que c'est vraiment pas mon dada. En fait, peut-être que je le ferai un jour, je l'ai déjà un peu fait, mais je l'ai pas publié, ça, c'était pas parfait. J'aime bien ça une fois de temps en temps, donc j'en ferai peut-être un petit peu, mais en tout cas, l'essentiel du matériel d'apprentissage, c'est ça le mot que je cherchais avant, matériel. L'essentiel du matériel d'apprentissage que je vais vous proposer, c'est un matériel audio. Et à la limite, j'ai même envie de vous dire, il faut que vous fassiez quelque chose d'autre. Il ne s'agit pas de vous mettre devant votre ordinateur et de regarder l'image et d'écouter le texte et de prendre des notes, essayer de vous concentrer. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir beaucoup de matériel, des dizaines d'heures, des centaines d'heures de matériel, pour qu'il y ait de la matière, des choses à écouter, et que vous puissiez écouter ça sur le long terme et écouter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour que les choses infusent et s'imprègnent en profondeur dans votre cerveau. Vous verrez, au bout d'un moment, vous aurez l'impression peut-être parfois que les choses vont vous passer dessus sans s'arrêter, mais au final, à force de les répéter, à force de les réentendre, elles vont s'imprimer si ce mode d'apprentissage est fait pour vous. Et au final, vous aurez un peu l'impression de ne pas avoir travaillé, mais que les choses seront rentrées dans votre tête un peu tout seul. C'est un peu comme une machine, vous voyez la machine dans Matrix, si vous avez vu le film Matrix, ils ont cette machine qui peuvent se brancher sur sur la tête avec leur prise qu'ils ont dans le dos, et puis ils peuvent apprendre n'importe quoi juste ils ont un moyen de s'envoyer des fichiers dans la tête. Et alors il y a cette fameuse scène où Keanu Reeves et dans ce fauteuil comme ça, et puis tout d'un coup il ouvre les yeux comme ça, il fait je connais le kung-fu, et il est capable de tout d'un coup de pratiquer tous les arts martiaux du monde. Juste parce qu'ils ont été injectés dans sa tête. Et c'est un peu ce sentiment-là que j'ai moi avec l'apprentissage par infusion, sauf que bien sûr ça dure pas 3 secondes comme dans le cas de Matrix, mais ça dure, c'est une infusion lente, ça prend beaucoup de temps, mais quand on a le temps et quand ça fonctionne pour nous, c'est une bonne manière d'apprendre. Alors si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nathanaël Frey, c'est probablement sur cette chaîne que vous entendez ce document, quoique on verra. J'ai aussi une newsletter dans laquelle je parle de sujets un petit peu philosophiques autour de l'agriculture, mais pas que. Je parle de l'habileté manuelle, qui est un sujet qui me tient à cœur, l'habileté manuelle, l'habileté mentale, et la relation qu'il y a entre l'une et l'autre. Je parle des responsabilités. Je suis père de famille et c'est quelque chose que j'aime. Être un chef d'entreprise, gérer un jardin, ses responsabilités, j'ai envie d'en parler, j'en parle. Et également le business, parce que j'aime bien
le business, la gestion d'une entreprise, la vente, tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Et bien sûr, je parle d'agriculture, alors plutôt dans le domaine de l'agriculture urbaine, parce que c'est là que je suis, mais voilà, avec un peu un sujet de l'agriculture en général. Donc là, c'est nathanaelfray.fr et puis ensuite je vous invite à aller découvrir le site de ma ferme qui s'appelle Les Grands Jardins. Donc c'est sur lesgrandsjardins.fr. Voilà, si vous voulez acheter mes produits, si vous voulez découvrir un peu le projet, découvrir qui je suis, c'est un bon lieu où se rendre. Enfin, pour me découvrir moi, il vaut mieux aller sur YouTube et sur la newsletter, mais lesgrandsjardins.fr, au moins comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais. Et ça peut peut-être vous donner envie d'avancer, de faire quelque chose de similaire. Voilà, alors donc on va commencer, je vais vous faire un petit résumé de ce dont on va parler là. Je me demande combien de temps ça va durer ce document. J'étais parti pour une demi-heure, mais j'ai l'impression que peut-être on est plutôt parti pour une bonne heure de travail. Alors mettez-vous justement au travail, allez donc semer quelque chose, allez donc bricoler quelque chose, allez donc faites le ménage, tondez la pelouse, à la limite faites juste une promenade, mais soyez actifs pendant ce cours, ne restez pas là assis, immobile, placide, parce que mon travail, mon matériel pédagogique, il est fait pour des gens qui ont envie de bosser, des gens qui ont envie d'être actifs, des gens qui ont envie de bouger. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui s'intéressaient à l'agriculture parce qu'ils avaient l'impression que c'est un truc de planqué. Et ben là, vous n'êtes pas au bon endroit si c'est ça votre envie. Moi, ce que je vais vous donner, c'est des moyens de faire pousser de la nourriture ou des plantes, de gagner sa vie, mais en travaillant dur. Alors, les points de notre master plan, de notre plan d'ensemble du jardin pour l'année 2024, ou n'importe quelle année d'ailleurs. Commençons donc. Non, je vais d'abord vous faire la liste, vous dire ce qu'on va étudier. Alors on va commencer par parler de la question du planning, comment planifier le jardin. Ensuite, on va parler du sol. Oui, voilà, le sol. La sécurité, comment sécuriser son jardin pour ne pas se le faire bouffer. L'accès, oui, parce qu'un jardin, il faut pouvoir s'y rendre et en repartir éventuellement. L'engrais, les différents types d'engrais, comment avoir des bons résultats, comment savoir si le jardin, la fertilité est bonne dans le jardin. Ensuite, l'irrigation, comment avoir une irrigation qui fonctionne, comment avoir une irrigation sûre, quelle quantité il faut irriguer. Ensuite, les outils, un peu la base, ce qu'il vous faut, le minimum, et le bon état d'esprit par rapport aux outils. Ensuite, les graines, comment acheter les graines, comment trouver les bonnes graines, quelles sont les bonnes pratiques. Un petit passage ensuite sur les clients, sur la vente, et sur le stockage. Comment stocker les légumes, c'est une question importante. Il y a 2-3 choses qu'il faut savoir, 2-3 choses auxquelles il faut réfléchir. Ensuite, 2-3 questions administratives et d'hygiène pour terminer. Voilà. Et puis après, une petite conclusion, bien sûr, que je vous ferai une petite conclusion pour finir et pour vous motiver à partir du bon pied. Donc voilà, alors, quand je vous disais que ça allait être long, là, je pense que ça fait déjà plus de 10 minutes que j'ai commencé et j'en suis encore à l'introduction. Mais il est maintenant temps de commencer. Alors, je vous disais donc qu'on allait commencer avec le planning. Alors le planning, c'est important de prendre des notes, c'est important de savoir à peu près ce qu'on va faire à quel endroit, mais attention, n'en faites pas trop, ça sert à rien de perdre du temps avec ça, et je sais que c'est agréable pour certaines personnes, donc vous pouvez vous amuser à faire un petit croquis si c'est un hobby, si ça vous amuse, mais ne prenez pas trop de temps pour ça dans votre projet pro, parce que les choses vont être assez imprévues. Alors, il vaut mieux avoir un planning assez général. Il faut prendre des notes tout au long de la saison. Il faut savoir à peu près ce que vous allez planter et comment, mais ne prenez pas trop de temps pour ça. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est simplement de prendre un
tableau Excel sur votre téléphone portable, sur votre smartphone. Hein. Si vous le faites sur le papier, ça va être insupportable, vous allez le perdre, ça va se salir, ça va être dans votre poche, ça va se déchirer, vous allez plus retrouver les informations. Vous allez oublier le stylo, il va pleuvoir, ça va pas marcher, je sais pas. Franchement, utilisez votre téléphone, vous allez voir, il y a énormément d'avantages. Alors, prenez un tableur sur Google Drive. Vous savez sans doute comment faire ça, voilà, un compte Google, vous allez sur Google Drive, vous ouvrez un tableur et ce sera votre document principal, le document de votre jardin. Ensuite, vous décomposez votre jardin, vous choisissez des dimensions standards pour chaque... vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que vous ayez des zones qui sont toutes les mêmes, qui ont toutes la même dimension. Sinon, vous n'allez plus vous en sortir et vous donnez un code à chacune de ces zones. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez les appeler A1, A2, AB, que sais-je. Vous pouvez leur donner le nom de votre chien, le nom de vos enfants. Ça me dérange, ça m'intéresse pas. Mais il faut que chaque zone soit nommée et vous lui donnez une colonne dans ce tableau, une colonne par zone. Et ensuite, dans les lignes, vous avez les numéros de lignes et il faut que vous fonctionniez dans ce tableau en numéros de semaine. Vous embêtez pas avec les dates précises, ça sert à rien d'être si précis, mais utilisez les numéros de semaine. Dans une année, il y a 52 semaines et quand vous faites quelque chose, c'est simple, si vous faites quelque chose sur telle ou telle zone de votre jardin, disons la zone K12, j'en sais rien, hein, cette zone-là qui est identifiée, qui est facile à trouver, qui est facile à retrouver, si on est au mois de mars, je sais pas moi, le 14 mars, j'ai pas de semainier sous les yeux, j'ai pas d'agenda, de calendrier avec les numéros de semaine dessus, mais en gros, au mois de mars, on doit être au 14 mars, on doit être à la 14e semaine ou quelque chose comme ça. Donc dans la ligne 14, vous mettez sur cette planche, je sais pas moi, à cette période-là, disons, vous allez écrire mâche ou épinard. Et puis une petite note à côté, genre mâche, épinard, dense, si vous avez trouvé que vous avez fait un semis très dense, ou si vous savez le nombre de graines exact que vous avez semé, vous pouvez mettre ça, mais n'en mettez pas trop, vous voyez, vous embêtez pas vraiment pas trop, mais là du coup vous avez votre fichier et vous savez que la semaine 14 vous avez dans tel endroit planté de la mâche, et du coup après vous pourrez noter éventuellement s'il se passe quelque chose sur cette planche pendant cette période, que je sais pas, si vous voulez vous amuser à écrire désherbage, si vous avez désherbé, et encore ça franchement c'est pas très utile. Notez, moi ce que je note c'est le semis ou l'implantation et la récolte. Et encore même la récolte, je la mets pas toujours. Ce que j'essaye de faire, c'est que mon jardin soit toujours plein, et du coup le jour de la récolte, je vais me laisser une semaine pour remplir un trou. Du coup, si je récolte, je vais remplir la semaine suivante, et du coup, je verrai, puisque je vais noter que j'ai semé ou implanté autre chose, je verrai bien que j'ai récolté. Et donc, voilà, j'aurai cette information. Que j'aurais récolté cette zone, en tout cas qu'il n'y aura plus rien. Après, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui va vraiment pas, c'est intéressant de le noter. Il y a quelques petits trucs qui sont intéressants à noter, quoi, je veux dire, bien sûr, mais très peu, hein. Moi, il y a franchement pas une planche sur 10 où j'écris autre chose que le moment où je l'implante. Voilà. Après, cherchez 2-3 informations pour votre planning qui peuvent être intéressantes, genre la date du dernier, la date du premier gel dans votre zone géographique. Ça peut être intéressant. Cherchez un petit peu 2-3 trucs sur ce qui est recommandé chez vous, dans votre zone, parce que voilà, il y a j'imagine que vous connaissez un peu les spécificités de votre région, mais voilà, vous lancez pas dans un business de la pastèque dans le nord de la France. Enfin voilà, ayez un peu de bon sens, mais renseignez-vous un peu sur ces choses-là. Et voilà. Après, par rapport à la date de premier et de dernier gel, ne mettez pas toutes vos billes avant la date de dernier gel de la saison. Mais par contre, essayez un peu quand même, semez quelques trucs avant pour voir ce qui se passe. Si ça se trouve, ça va passer, hein. Des fois, on n'a pas de gel pendant un mois avant la date officielle ou moyenne de dernier gel. Donc
Tentez donc deux trois trucs et puis cherchez aussi qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui pousse pas quand il fait froid, hein. Il y a des plantes qui résistent au gel et il y a des plantes qui résistent pas au gel. Donc en gros c'est certaines plantes comme la tomate, la courge, le maïs vont toutes mourir dès qu'il fait moins de 0 degré, et d'autres plantes comme la laitue, les épinards, la salade, la laitue, la salade, les épinards, la mâche vont survivre. La betterave résiste un petit peu au froid, mais pas trop. Mais voilà, en gros, il y a des plantes qui peuvent passer le gel et des plantes qui peuvent pas le passer. Voilà. Alors, ok, ça c'est bon pour le planning. Donc faites ce tableau, ça c'est vraiment le travail minimum, mais c'est un travail qui est vraiment facile. Ce découpage aussi du terrain. Alors soyez rationnel, faites pas trop de mandala et de trucs compliqués dans votre jardin, hein. Découpez-le en zones précises et ensuite vous pourrez vous arranger avec ça, mais vous saurez au moins où vous avez planté quoi et comment vous l'avez planté. Voilà. Ensuite, parlons un petit peu du sol. Alors le sol c'est simple pour l'agriculture, il a besoin d'être meuble. Il faut qu'il soit ameubli. Alors il y a deux manières d'ameublir le sol, hein. Il y en a deux. Il y en a une qui est beaucoup utilisée actuellement, qui est le travail du sol avec un tracteur, avec un motoculteur, voilà, main, ça dépend ce que vous voulez faire. Et il y a la couverture du sol. Celui-là, il a un peu le vent en poupe en ce moment avec la MSV, toutes ces techniques qui s'appellent aussi les TCS, les techniques culturelles simplifiées. Voilà, c'est des choses qui ont le vent en poupe, c'est des choses qui fonctionnent, hein. Ce sont deux moyens d'avoir un sol meuble au moment d'implanter les cultures, c'est de le travailler avec une machine, avec un outil, ou alors de le couvrir. Alors je vais m'arrêter un peu sur ces deux méthodes, essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit et quels sont les désavantages de chacune de ces méthodes. Alors le travail du sol, ça fonctionne bien. On a un sol qui est meuble, c'est intensif en travail si vous n'êtes pas équipé. Peut-être que vous pourriez trouver un paysan qui va vous travailler toute la zone pour la première saison, ça peut être pas mal. Parce que il faut savoir que, ça dépend avec quoi vous commencez, mais sachez que une prairie, c'est extrêmement difficile à travailler la première fois. Si vous avez un terrain qui a été travaillé l'année passée, c'est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus facile à travailler que s'il a jamais été travaillé. Travailler une prairie, c'est vraiment un gros travail, sachez-le. Donc si vous pouvez trouver un paysan à qui vous filez un billet, un gros billet, un petit billet, ça dépendra du paysan, de la zone géographique, mais ça peut être pas mal pour si vous voulez travailler le sol, de le faire d'un seul coup. Sinon, alors quand on travaille le sol, on a un problème, c'est que toutes les mauvaises herbes s'activent et passent à la surface, les graines de mauvaises herbes qui sont dans le sol, et il y en a énormément, toujours. Donc il y a beaucoup de mauvaises herbes annuelles et des mauvaises herbes vivaces. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que quand on travaille le sol, on travaille sur de la boue et c'est assez dégueulasse pour travailler, pour le confort de travail, hein. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important de pas, de savoir que si on va travailler son sol, on va avoir plein de boue sur les bottes et aussi sur les légumes et qui seront éventuellement sales et ce sera un petit peu plus difficile à laver. Ensuite, un avantage du travail du sol, c'est que le travail de fertilisation a tendance à être un petit peu plus facile sur un sol travaillé. Voilà, donc pour le travail. Ensuite, il y a la méthode de la couverture. Alors bon, celle-là, donc comme je disais, elle est assez à la mode en ce moment. Il y a des gens qui se lancent. Il y a beaucoup de fermes en MSV qui se créent. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de projets maraîchers en fait qui commencent aujourd'hui sans des techniques de MSV. Donc MSV, ça veut dire maraîchage sur sol vivant, hein. Il s'agit de couvrir le sol pour faire vivre, pour favoriser la vie du sol, cette vie du sol va travailler le sol et va permettre à ce sol d'être meuble. Et ça fonctionne, hein. Moi, c'est ce que je pratique. Moi, je pratique une forme de... je sais pas si on peut appeler ça du maraîchage sur sol vivant, mais en anglais, ça s'appelle du no-dig. Moi, je travaille sur du compost, une grosse épaisseur de compost, un compost professionnel dans lequel il n'y a pas de mauvaises herbes.
Donc ça fonctionne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez utiliser cette méthode, il va falloir le faire un petit peu en avance quand même. Il faut couvrir le sol vous pouvez le couvrir avec une bâche, avec des feuilles mortes, avec ce que vous voulez, mais il va falloir attendre. Si vous avez une prairie par exemple, vous pouvez détruire cette prairie et commencer à planter des légumes dedans, mais il vaut mieux attendre quelques mois. L'idéal, ce serait de commencer, je dirais en septembre, de couvrir le sol et de commencer à travailler au printemps, parce que cette mécanique de travail du sol, elle doit commencer à se faire petit à petit, et c'est pas subi, quoi. On peut pas planter directement dedans. Les désavantages, donc c'est ce temps-là, hein. Si vous arrivez quelque part au printemps, c'est pas évident. Encore que ça peut fonctionner, hein. Moi, avec mes techniques de no dig, de compost, vous voyez, à la limite, si je peux me permettre de le faire et que je veux commencer un jardin, je peux mettre 20 cm de compost. Et dans 20 cm de compost, les plantes, elles peuvent mettre leurs racines. Et il y a des chances que quand les racines touchent le fond de ces 20 cm, qu'elles arrivent au niveau de la terre, que le travail soit déjà fait et que le sol soit déjà ameubli en dessous. Et même si jamais c'est pas le cas, 20 cm de substrat, c'est quand même déjà pas mal et ça peut suffire. Il faut bien gérer, mais ça peut suffire. Ensuite, les désavantages, c'est que ça a tendance à créer un bon milieu pour les rongeurs, les limaces, qui sont des parasites qui risquent de vous embêter. Soit dit en passant, les limaces n'aiment pas trop le compost, donc utilisez ça. Après, il y a aussi une autre astuce, c'est que si vous utilisez un paillage, les limaces n'aiment pas trop non plus les copeaux de bois, hein, les plaquettes de bois, vous savez, c'est des morceaux de sapin assez épais, de 3 cm comme ça, qui font un bon paillage et que les limaces n'aiment pas. Ensuite, un autre désavantage important, c'est que même si on n'a pas de graines d'annuel, hein, si on met du compost qui a chauffé, ou du compost de feuilles mortes, ou si on met des feuilles mortes, si on met du carton, si on met des voiles, des bâches, on n'aura pas de mauvaises herbes annuelles, mais par contre, il y a de fortes chances que les mauvaises herbes vivaces vont réussir à passer. Et donc il va falloir les enlever ou un petit peu, il va falloir trouver un moyen de les gérer. Et il faut bien se rendre compte que souvent quand on couvre le sol, on n'a pas vraiment la possibilité de le travailler avec des outils. Vous voyez, si vous avez une bâche, vous ne pourrez pas passer un motoculteur ou un truc comme ça pour travailler le sol. Et du coup, si vous avez des mauvaises herbes adventices qui viennent, il va falloir les enlever probablement à la main, et ça peut être beaucoup de travail, donc il faut savoir les gérer. Après, moi j'ai des problèmes avec deux mauvaises herbes vivaces sur mes jardins, c'est le liseron et la prêle, qui sont vraiment c'est ma némésis, c'est l'enfer pour moi, ces plantes là. Je commence à avoir trouvé des techniques pour bien les gérer, notamment j'essaye de les couper, de leur couper la chique une fois toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines à la main. Alors ça prend du temps, et j'essaye de les regrouper aussi, de les couvrir, et plutôt que d'essayer de les tuer, j'essaye de développer des techniques qui me permettraient de m'en débarrasser vous voyez, parce que c'est des plantes quand on les coupe, elles vont repartir de plus belle, en fait. Elles sont très fortes, elles ont des grandes racines, elles sont extrêmement puissantes, et du coup la stratégie que je vais essayer d'employer l'année prochaine, ça va être de les ranger quelque part, vous voyez, parce qu'ils ont le bout de le bout de la tige, il est là comme ça, il cherche et il a envie de monter. C'est des plantes plutôt qui veulent, comme toutes les plantes, elles veulent monter, et du coup je vais essayer de les mettre dans des sacs ou dans des boîtes ou des choses comme ça, parce que comme ça elles vont se dépenser de l'énergie pour essayer de survivre, de monter, d'aller vers la lumière, mais elles vont être plus regroupées, elles vont moins gêner, et elles vont être faciles à couper, peut-être plus une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Mais bon, je digresse sur des détails alors qu'on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, travail du sol avec un outil ou couverture du sol, ça c'est à vous de voir. Les deux fonctionnent, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Ensuite, on va parler de la sécurité. Ça va durer plus d'1 heure, hein, mon document là, soyez prévenus, hein, on n'est pas là pour 20 minutes. Hein. Alors, donc la sécurité. La sécurité, j'ai envie de dire,
Ça dépend. Si vous êtes dans un jardin en ville, un petit jardin, et que vous avez envie de tenter votre chance là, si vous avez la chance d'avoir une clôture, bon bah c'est bien, ça suffit. Mais il faut vraiment que la clôture elle soit hermétique, parce que s'il y a un petit trou dedans, il y a des chances qu'il y ait des animaux qui viennent vous embêter. Oui, parce que quand je parle de sécurité, je parle principalement de la sécurité vis-à-vis des animaux. Hein, vous avez un jardin, si vous êtes en bordure de forêt ou un truc comme ça, eh ben vous allez avoir des sangliers, vous allez avoir des chevreuils, vous allez avoir des animaux comme ça qui vont venir vous manger. Ou juste trifouiller, ou juste retourner vos trucs, votre belle planche, votre beau semis de carottes tout neuf, et ben vous allez vous le faire retourner. Donc il faut avoir une bonne clôture, c'est essentiel. Et donc une bonne clôture, si vous en avez une, tant mieux pour vous, c'est un bon point. Si vous avez un terrain qu'on vous propose à la location, s'il est déjà clôturé, mais alors il faut que ce soit vraiment une bonne clôture, hein. Il faut que ce soit une clôture qui monte à au moins 2 mètres, hein, pour les chevreuils, ça saute ces bêtes-là, c'est incroyable. Et qui soit assez robuste, hein, les sangliers aussi, c'est des bêtes qui sont difficiles à arrêter. Alors la solution, disons, si jamais vous êtes un peu perdu au milieu de nulle part, ce sera de mettre une clôture électrique. Ça, c'est une solution qui est pas chère, c'est une solution qui est efficace, qui marche bien. Une solution qui est efficace, mais il faut le faire vraiment bien, c'est-à-dire il faut acheter un électrificateur puissant. Il y a des électrificateurs qui sont faits pour retenir du gibier. Vous voyez, c'est des trucs pour faire des élevages de gibier, pour élever des cerfs, pour élever des chevreuils, pour élever des sangliers. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et après, moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'avoir 5 fils. 2 fils en acier galvanisé en bas pour les marcassins et pour les sangliers, genre à 20 cm, et ensuite à chaque fois à 25 cm, je crois, Alors attendez, si je me souviens bien, on a mis un fil à 20 cm, ensuite un autre fil à 50 cm, et ensuite on a dû en mettre un... Voilà, enfin vous voyez l'idée, quoi. Il faut trouver... faut que ça monte à 2 mètres. Il faut que le plus haut soit à 2 mètres, et que ceux du bas soient plus robustes et soient plus robustes, et ensuite il faut qu'ils soient répartis équitablement. Et puis il faut que ce soit entretenu, hein. Il faut que la clôture électrique elle doit pas être trop touchée par des herbes, parce que plus elle va être touchée par des herbes, et plus, ou par autre chose, hein, mais des branches, des herbes, plus il va y avoir de points de contact, et moins elle va être puissante. Après, sur des petites surfaces, faut quand même y aller pour que la clôture ne fonctionne plus. Mais voilà, ça c'est un moyen de protéger votre jardin à peu de frais. Pour 100, 200 euros, vous pouvez vous en tirer. Il y a des kits qui existent. Si vous avez une prise électrique, il y a même des kits qui existent qui sont solaires. Alors attention, ça c'est des trucs qui fonctionnent bien pour des animaux qui ont très peur des clôtures, comme les vaches ou je crois les moutons aussi. Mais pour le gibier, qui est votre principal problème, il va falloir avoir quelque chose de puissant, et ça du coup ça consomme beaucoup d'électricité. Moi j'ai une clôture électrique sur mon jardin en ce moment qui est alimentée en solaire, mais il faut qu'elle soit très puissante, et du coup j'ai 3 panneaux solaires. Il me semble que j'ai 180 x 3, presque 600 watts de production kVA de production électrique, et une batterie de 200, je crois, non 100 ampères heure en lithium. Donc c'est quand même du gros calibre, vous voyez. Mais moi j'ai aussi, ce qui est bien, c'est que sur mon système solaire photovoltaïque, j'ai aussi l'irrigation qui passe. J'ai l'irrigation qui passe, je peux recharger mon matériel sur place, et j'ai une caméra qui me permet un peu de surveiller les lieux, et j'ai la clôture. Irrigation, clôture, et caméra, voilà. Mais donc c'est possible de le faire. Après, si vous avez une prise, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile, et si vous avez déjà une clôture installée, ça va aussi être beaucoup plus facile. Petit point par rapport à la clôture, je me suis fait avoir par ça. J'ai appelé la mairie, je leur ai dit je veux mettre une clôture autour de mon terrain. D'ailleurs à l'époque j'avais un projet de clôture en dur, hein, attention, je voulais mettre une clôture en dur autour de ce terrain, et ils m'ont dit oui, est-ce que j'ai demandé est-ce qu'il faut
faut que je fasse un permis ou un truc comme ça, un permis de construire ou une déclaration de préalable de travaux. Et ils m'ont dit oui, absolument, pour mettre une clôture, il faut ça. Alors je me suis cassé la tête, j'ai fait un plan, j'ai envoyé une déclaration préalable de travaux et puis finalement j'ai eu une réponse positive et puis après je me suis rendu compte qu'en fait bien sûr quand t'es agriculteur t'as pas besoin de faire une demande surtout pour de l'électrique, hein, il faut vérifier qu'il n'y a pas des lois, des règles particulières pour la mairie, mais en l'occurrence il n'y avait pas de règles particulières. Tu mets une clôture, si t'es agriculteur tu mets la clôture quoi, et puis franchement vous mettez la clôture, si jamais on vous embête après vous négociez. Pour une clôture fixe, il me semble que pour les agriculteurs c'est aussi quelque chose pour lequel vous n'avez pas besoin, enfin ça dépend après de la dimension, vous voyez. Après la question c'est aussi beaucoup, est-ce que vous allez vous faire embêter ou pas, est-ce que c'est un truc imposant, est-ce que c'est un truc moche, voilà. Mais en tout cas clôture électrique, vous la mettez en place. Vous jetez un coup d'œil dans le règlement de votre ville si vous pensez que peut-être il y a un truc par rapport à ça, mais en gros mettez des panneaux pour dire que c'est dangereux et prévenez les gens quoi, et puis après allez-y, vous êtes agriculteur, vous avez quand même le droit de faire ce genre de choses et après moi j'éteins la clôture pendant la journée quand je sais qu'il va pas y avoir de sanglier qui va passer quoi, entre en hiver entre 9h et 16h, je vais l'éteindre. Et puis c'est aussi un petit peu là qu'il y a des gens qui se promènent avec leurs chiens, donc ça va éviter un petit peu les risques d'accident, même si bon, c'est pas très costaud non plus, ça va, une clôture, et puis si t'es cardiaque, tu vas pas aller t'amuser à toucher une clôture, et voilà. Ok, voilà pour la sécurité. Cette clôture, c'est aussi, ça peut aussi vous protéger des voleurs, hein. C'est malheureux, mais ça peut être quelque chose qui peut les arrêter. Et puis la petite caméra peut aider aussi un petit peu, le fait de dire hey, vous êtes filmé, ça peut suffire parce que finalement les voleurs ils vont aller voler, oui il y a des vols de légumes, hein, c'est sûr, mais ils vont aller voler des carottes et des choux dans les champs qui sont très isolés où il y a vraiment personne. Mais après en ville, hein, si vous êtes agriculteur urbain, c'est un petit peu plus tendu, et puis en plus bon, s'il y a une clôture c'est déjà autre chose, c'est quand même autre chose aussi, vous voyez, voilà. C'est quand c'est facile que les gens vont venir voler, mais quand c'est pas facile, ils vont pas prendre le risque de se faire attraper, électrocuter, filmer pour 3 carottes et 2 navets. Même si vous allez faire les meilleurs navets et les meilleures carottes du monde et que ça vaudrait le coup, et ils vont pas prendre le risque. Ok, la sécurité, c'est fini. Ensuite, on va parler de l'accès. L'accès, bah oui, il faut pouvoir accéder à son jardin. Alors si vous avez un petit potager en ville devant votre maison, bien sûr vous avez un endroit où vous garez devant la maison, c'est la rue ou votre garage ou que sais-je, mais si vous avez un terrain qui est un petit peu isolé, il faut bien se dire que il faut faire attention à la question de l'accès. Alors vous pouvez rouler avec votre voiture sur de l'herbe, ça va fonctionner, mais attention, si vous le faites trop en hiver, quand l'herbe est trop humide, au bout d'un moment, vous allez la détruire et vous aurez de la boue et ça va glisser et vous pourrez plus jamais passer sur cette zone. Alors il faudra que vous mettiez, je sais pas, des copeaux, des graviers, un truc comme ça pour que ça fonctionne. Ça va être un investissement important en temps et en argent. Donc faites attention. Ce que je vous conseille de faire, c'est de définir une zone de parking qui est proche de l'entrée de votre terrain où vous pouvez vous garer. Et ensuite, quand vous pouvez le faire, bah, vous garez sur cette zone de parking, hein, il faut qu'elle soit toujours accessible. Vous pouvez passer un petit peu sur de l'herbe, mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas de virage dans l'herbe, vous voyez. Et puis, parce que même si elle est humide, si vous passez juste comme ça, lentement sur de l'herbe, elle va survivre. Il n'y a pas de problème. Faut pas non plus faire 50 passages par jour, mais si vous passez comme ça, et qu'ensuite vous vous arrêtez sur une zone que vous avez définie, qui est toujours la même, et sur laquelle vous avez mis des copeaux de bois, si vous avez mis du gravier, un truc comme ça, pour vous sécuriser, pour que vous puissiez repartir, alors vous arriverez toujours jusque là. Mais évidemment cet endroit où vous pouvez vous garer et où c'est facile d'arriver en ligne droite, il est pas forcément tout près de votre jardin. Donc vous voyez, moi j'ai 2 zones de parking. J'ai une zone où je me gare quand je viens et que je dois récolter un bouquet de fleurs, ou je viens juste vérifier que tout est en ordre, bah je me gare sur cette zone et ensuite je marche pendant 3 minutes enfin c'est plutôt 30 secondes en fait. Mais je marche jusqu'à mon jardin et je regarde les choses d'ici. Et j'ai une autre zone
qui est juste à côté du jardin, où je sais que si j'y vais tous les jours, ou juste quand je viens pour regarder, ou quand j'ai pas besoin d'y être, si j'y vais à chaque fois, je vais détruire ma pelouse, et du coup, ma pelouse, je vais détruire la prairie, je vais détruire l'accès, je vais avoir de la boue, et du coup, je pourrais plus passer avec ma voiture, et je serais bien embêté, parce que parfois, on a besoin d'y aller, on a besoin de ramener du matériel, une remorque de compost, on a besoin de pouvoir passer, quoi. Et donc, et puis c'est moche, c'est salissant aussi, c'est dégueulasse la boue. C'est un endroit qui vous servira si vous avez vraiment quelque chose de lourd à ramener, si vous avez besoin si vous avez récolté énormément de légumes, vous voyez que vous pouvez pas faire 2 allers-retours ou un aller-retour de brouette, vous mettez votre voiture ici et vous chargez et ensuite vous repartez. Mais le moins possible, allez-y le moins possible, surtout en hiver. En été ça peut passer, mais faites attention quand il pleut, quand c'est sec, ça va, la prairie elle survit, mais n'y allez pas tous les jours. Donc voilà, ces 2 zones de parking, ça c'est très important. Après l'accès, j'ai aussi eu quelques problèmes d'accès je voulais me faire livrer des grosses quantités de compost et de copeaux. Et le tracteur qui était censé passer par là n'arrivait pas à passer par le chemin rural qui mène à mon terrain. Et donc ça a été toute une histoire parce que le tracteur a été coincé et puis j'ai démonté une clôture électrique, je me suis fait engueuler par le voisin qui me déteste maintenant, mais enfin voilà, faites attention, vérifiez que les choses passent. L'accès, c'est essentiel. Ça peut être vraiment la cata si vous pouvez pas venir vous approcher de votre terrain en hiver et que vous voulez y travailler, ou je sais pas, si vous voulez refaire la clôture ou ramener du compost, que sais-je, et que vous pouvez pas y aller avec vos véhicules, c'est vraiment problématique. Donc soyez vigilants. Ensuite, on va parler des engrais. La fertilité du sol, bien sûr, très important. N'imaginez pas que ça va se faire tout seul, que le sol est inépuisable et qu'il suffit de planter des trucs pour que ça pousse. Il faut que le sol soit riche, surtout si vous voulez faire pousser professionnellement de la nourriture ou des plantes. Ok, donc petit résumé, il existe 2 types d'engrais, les engrais minéraux et les engrais organiques. Les engrais minéraux sont des engrais qui sont produits en usine avec des procédés chimiques. Ce sont des engrais qui sont extrêmement puissants parce qu'ils sont disponibles immédiatement par les plantes. Les engrais organiques sont des engrais qui sont issus soit de l'élevage, des effluents, c'est du caca d'animaux, d'oiseaux, de vaches, de cheval, soit éventuellement des produits miniers comme du patenkali ou de la potasse organique. Non, la potasse organique, je crois que c'est de la betterave ou un truc comme ça. Enfin voilà, ça vient de choses vivantes. Donc en fait, il faut savoir que les plantes, elles ont besoin de minéraux, et les minéraux sont tous à l'état minéral, bien sûr. Il y a 2 états en fait. Il y a un cycle qui est un peu important pour comprendre, de connaître pour le vivant, non pas pour le vivant, pour les choses sur Terre. Il y a des organismes, non, c'est pas des organismes, attendez voir. Il y a des choses qui sont minérales et il y a des choses qui sont organiques. Organique, c'est tout ce qui est vivant. C'est tout ce qui est vivant et tout ce qui est issu du vivant. Le minéral, ça va être la pierre, ça va être certains gaz, ça va être qu'est-ce que c'est le minéral? Ouais, les pierres, les minéraux quoi, vous connaissez. Mais ça va aussi être l'azote et la potasse et le phosphore qui sont consommés par les plantes. Alors que l'organique, c'est tout ce qui est vivant, donc c'est tout ce qui se construit en consommant ces minéraux et qui est vivant. Par exemple, ce qui est organique, c'est les arbres. Les arbres, et donc tout le bois, c'est organique. Les êtres vivants, les animaux, les humains, les chiens et les canards, c'est organique. Les plantes aussi, c'est organique. Toutes les plantes, les champignons, les bactéries, tout le vivant, c'est organique.
Et tout ce qui est issu de l'organique aussi d'ailleurs est organique jusqu'à un certain point de décomposition où ils redeviennent minéral. Donc ce que je voulais dire par là, tout ce qui est issu de l'organique, c'est-à-dire que le caca de vache, le fumier de vache, c'est organique aussi. Et les plantes ne peuvent consommer que du minéral. C'est pour ça que les engrais minéraux sont puissants, parce qu'ils sont directement disponibles pour les plantes. Alors que les engrais organiques, eux, sont organiques. Mais l'organique va avoir tendance à se décomposer quand il est consommé. C'est-à-dire, typiquement, si une vache va manger de l'herbe, et elle va transformer cette herbe et l'eau qu'elle va boire en fumier, et ce fumier va être plus minéral, il va y avoir plus d'engrais minéraux dans ce fumier que quand la vache a consommé l'herbe. Et ensuite, il va encore y avoir des bactéries qui vont consommer, des micro-organismes qui vont consommer ce fumier et qui vont le digérer en fait, et ça va ressortir et ça va être encore plus minéral. Et au bout d'un moment, ça va être disponible. Et plus le temps va passer, plus ça va être disponible. Mais alors je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que les engrais minéraux sont très puissants parce qu'ils sont minéraux et donc ils sont directement consommables par les plantes, alors que les engrais organiques sont pas directement consommables par les plantes. Et l'engrais organique doit être minéralisé, on dit, avant de pouvoir être consommé par les plantes. Donc si vous mettez votre engrais, par exemple du guano, moi j'aime bien le guano parce qu'il minéralise vite justement, c'est du caca d'oiseau qui provient souvent d'Amérique latine, je crois, enfin traditionnellement c'était ça en tout cas, le guano, un engrais très utilisé en Alsace, là où je travaille moi, le guano c'est un terme. Quand j'en parle aux agriculteurs, ils savent pas ce que c'est, parce que pour eux, c'est un synonyme d'engrais. C'était comme ça qu'on appelait les engrais avant. C'est tellement un engrais puissant et c'était tellement une industrie pendant un temps que quand on parlait d'engrais, on disait guano à la place en Alsace. En tout cas près de Strasbourg, là où je connais des agriculteurs. Donc voilà, à savoir que si vous mettez un engrais minéral, il va être tout de suite disponible. Alors que si vous mettez un engrais organique, il faut bien se dire que ça va prendre du temps, qu'il va falloir que la minéralisation se fasse. Et cette minéralisation, elle arrive avec la chaleur, elle arrive avec les micro-organismes qui doivent être là. Il faut qu'il y ait une chimie qui fonctionne. Donc à la limite, si vous voulez être sûr que ça fonctionne, il vaut mieux surdoser un petit peu l'engrais organique pour que ensuite les engrais minéraux, la minéralisation se fasse et qu'elle soit suffisante pour nourrir vos plantes. Autre différence importante, minéral organique. Le minéral, les engrais minéraux ne sont pas autorisés dans l'agriculture bio, alors que les engrais organiques sont utilisés dans le bio. Sont les seuls qui peuvent être utilisés dans le bio. Voilà. Alors, quelle quantité d'engrais mettre ? Alors, je vais vous donner 2 références. En agriculture biologique, on a le droit de mettre 170 unités d'azote par an. Et en agriculture conventionnelle en France, selon mes recherches récentes, on a le droit de mettre au maximum 250 unités d'azote par an. Unité d'azote, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire kilo d'azote par hectare. Okay, 250 max pour le conventionnel, 160 azote max pour le bio. Alors, je suis pas sûr, je sais pas s'il s'agit de 170 kilos d'azote par hectare minéraux ou si ça fonctionne aussi pour les organiques. Ça, c'est à vous de voir. Moi, ce que je vous recommanderais de faire, si vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête pour ça, c'est de prendre le maximum en azote de ce que de la solution que vous choisissez. Si vous voulez être en bio, 170. Si vous voulez être en conventionnel, 250. À savoir que vous pouvez, si vous voulez, utiliser des engrais organiques, donc utilisables en bio, même si vous faites pas du bio, si c'est ça votre trip. Moi, c'est mon trip. Je travaille que avec des engrais organiques. J'ai pas envie d'avoir des engrais minéraux. Il y a des avantages. C'est très contrôlé les engrais minéraux. Ils vont venir vous demander où vous les avez mis, combien vous en avez mis. Ils vont vérifier tout ça. Alors que pour les engrais organiques, c'est quand même beaucoup plus laxiste. Et ça, c'est quand même une bonne chose de pas être toujours contrôlé, à mon avis. Alors, comment vous allez faire ? Si vous avez je vais vous donner un exemple pour mon jardin. Moi, j'ai un jardin qui fait 500 mètres carrés,
ok ? Il fait 500 mètres carrés, du coup ça veut dire qu'il fait 0,05 hectares, hein, un vingtième d'hectare. Alors, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés. Alors, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, donc si je veux mettre par exemple 250 kilos d'azote par hectare, combien je dois mettre de kilos d'azote par mètre carré ? Je vais prendre 250 kilos et je vais diviser ça par 10 000. Comme ça, je sais combien je veux en avoir par mètre carré. Okay ? En l'occurrence, ça fait 0,025 kilos, c'est-à-dire 25 grammes. Je vais avoir 25 grammes d'azote. Voilà, j'ai pas de je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone et j'ai pas de calculatrice. Alors, j'espère que je me trompe pas. Il me semble, attendez, je reprends. Hop, je vais noter les petites virgules comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 4 0, hop, ça fait divisé par 10 000, donc 0,025 kg par mètre carré. Et ça, c'est égal à, ah non, là je me suis, non, kilo. Donc 1, 2, 3, 0, ça fait 25 grammes. 25 grammes d'azote par mètre carré. Et du coup, mon jardin faisant 500 mètres carrés, 500 mètres carrés, 500 mètres carrés, 25 fois 500, et vous connaissez cette astuce, là je vous la donne, petit cadeau, au passage, petite digression, comme si on n'était pas déjà assez dans les digressions, hein. Je pense que ce passage sur la fertilité, ça va être le passage le plus long, j'espère, en tout cas, on verra, hein. On n'en est pas à la moitié, a priori, au niveau des chapitres, mais bon, on a le temps, de toute façon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi ? Pour multiplier par 5 ? Non, bon, je vais pas faire cette digression. C'est autre chose, on en reparlera peut-être un jour. Alors, 25 fois 5, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas, en tout cas, moi, pour multiplier par 5, a priori, c'est pas intuitif pour moi, mais j'ai une petite technique, c'est que pour multiplier par 5, je vais multiplier par 10, puis diviser par 2. Alors, 25 fois 10, ça fait 250, et divisé par 2, ça fait 75, voilà. Non, je raconte n'importe quoi. Bon, j'ai pas ma calculatrice, je vais pas m'embêter, je suis un peu concentré sur le cours. J'ai l'air de quoi, moi ? Attendez, je vais le faire quand même. 25 fois 5, non, fois 10, ça fait 250, ok ? 250 divisé par 2, ça fait 125. Donc, 25 fois 5, ça fait 125. Et oui, bien sûr. En fait, maintenant que je le sais de tête, ça me semble évident, mais bon, vous savez, après, c'est facile, hein, après de venir et dire oui, ça me semble évident. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que, pourquoi je multiplie par 5 ? Parce que mon jardin fait 500 mètres carrés, 500 mètres carrés multiplié, 25 multiplié par 5, ça fait 125, fois 100, pour 500 mètres carrés, on en est à 12 500 grammes d'azote, et ça fait 12,5 kilos d'azote. Ça veut dire que sur mon jardin de 500 mètres carrés, pour atteindre cette moyenne, ce maximum de 250 unités d'azote, donc kilos d'azote par hectare, il faut que je mette 12,5 kilos d'azote par an. Hein, on parle de kilos d'azote par an. Du coup, moi j'utilise un engrais j'utilise plusieurs engrais. J'essaye de faire des mélanges pour avoir quelque chose d'assez précis, mais en tout cas pour l'azote, j'utilise du sang et principalement du guano. Le guano, il va avoir 14. Ça va être, ils vont me le vendre en 14. C'est du 14, 9, 2, je crois. Ça veut dire que dans 100 grammes, ça veut dire 14%, 9%, 2% en fait. Ça veut dire que dans 100 grammes de guano, il va y avoir 14% d'azote, donc 14 grammes d'azote dans 100 grammes. Alors si je veux utiliser que l'azote comme engrais que le guano comme engrais azoté, si je veux avoir 12,5 kg d'azote, je vais prendre mon guano, je sais qu'il y a 14% d'azote dedans, 14 grammes dans 100 grammes. Alors,
si je veux savoir combien de grammes je vais avoir, combien de kilos de guano je dois prendre pour avoir 12,5 kilos d'azote, ben je vais faire un simple produit en croix. Je sais que dans 1 kg d'azote, j'ai 140 grammes, 14%, hein, 140 grammes, donc 0,14 kg. Dans 1 kg de guano, j'ai 0,14 kg d'azote. Or, je veux avoir 12,5 kg d'azote, donc je vais je vais faire un produit en croix, tout simple, et je vais multiplier 12,5 par 1, puis le diviser par 14, par 0,14. Donc, là, je vais quand même prendre mon téléphone et faire un calcul avec ma calculatrice. Finalement, ça fonctionne bien. Hein. J'aurais peut-être dû faire ça tout à l'heure, ça aurait été plus simple. Donc, je disais 12,5 fois 1, bon, ça, facile, hein, divisé par 0,14, j'espère que vous voyez comment fonctionne un produit en croix, hein, voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, j'espère. Donc on est à 89,2, donc 90 kg de guano. Et donc je sais que si je veux atteindre les 250 unités d'azote sur mon terrain de 250 m², si je veux être précis, si je veux être au max avec mon guano, il faut que je mette 90 kg d'azote. Alors, on va le refaire, mais pour 170 unités de potassium. Hein, alors, 170 unités de potassium, on va utiliser un engrais qui est le Patenkali, on va dire. Patenkali, c'est une espèce de sable blanc qui est très concentré en potassium. Potassium, c'est K. Alors, dans le Patenkali, il y a 30% de potassium K. Alors, et je veux 170 unités, donc 170 kg par hectare. 170 divisé par 10 000, je vais avoir 0,017 je vais avoir 0,017 grammes de potassium par mètre carré. Non, kilo. 0,017 kg de potassium par mètre carré, c'est-à-dire 17 grammes de potassium par mètre carré. Okay, ça, c'est ce que je veux obtenir si je veux avoir une fertilisation équilibrée sur mon terrain en 170, 170, 170. Ça peut être plus, hein, vous pouvez vouloir mettre plus, pouvoir mettre moins. Moi, je dirais, mettez un peu un max blindé, parce que après, voilà, il vaut mieux commencer par en mettre trop et ensuite optimiser que commencer trop peu et se demander pourquoi ça pousse. Donc ensuite, vous voulez donc 17 grammes de potassium par mètre carré et votre jardin, disons, fait 100 mètres carrés. Hop, 100 mètres carrés. Du coup, pour savoir combien de potassium vous devez mettre dans votre jardin, vous allez prendre 17 grammes par mètre carré, le multiplier par 100, hein, logique, ça fait 1700 grammes, et ça fait donc 0,17 kg. Je me trompe? Je me trompe pas. 1,7. 1,7 kg de potassium dans votre jardin. Or, vous avez un engrais Patenkali qui est concentré à 30%. Donc, moi je fais toujours pareil, produit en croix. Produit en croix. Dans 1 kg de Patenkali, vous avez 300 grammes, donc 0,3 kg. Dans 1 kg, vous avez 0,3 kg. Vous voulez avoir 1,7 kg de potassium. Donc, vous multipliez 1,7 par 1, encore inutile, et vous le divisez par 3. Par 0,3, pardon. Vous divisez par 0,3, donc 1,7, divisé par 0,3, ça va faire à peu près 5,1, peut-être assez exactement, en fait, on va voir ça. 1,7 divisé par 0,3, non, 5,6. 5,6 kg. Donc voilà, là, je vais me dire, ok, il me faut 6 kg pour mes 100 mètres carrés, il faut que j'ai 6 kg de Patenkali.
pour avoir assez de potassium. Voilà, ça c'est une gymnastique. Alors je sais pas si j'aurais dû m'arrêter sur cette petite gymnastique, mais prenez un petit moment, trouvez les engrais qui vous conviennent. Il y en a plein, hein, essayez de trouver les moins chers. Si vous en achetez un petit peu plus, ça va être moins cher. Mais c'est en tout cas comme ça que vous allez être sûr d'avoir assez d'engrais. Autre chose dont je voulais parler, encore un petit résumé par rapport aux engrais, une chose qui est importante de savoir, c'est encore une différence entre les engrais minéraux et les engrais organiques dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Les engrais, plus les engrais sont minéraux, et plus ils vont être lessivables, plus ils vont s'évaporer, et plus ils vont partir quand il pleut, vous voyez. Plus ils sont minéraux, moins ils ont de crochets en fait. Et du coup, si jamais vous mettez que des engrais minéraux, et qu'il pleut derrière, ils vont couler dans le sol et ils seront plus disponibles pour les plantes. Alors que si vous avez des engrais organiques, ils vont être beaucoup moins puissants, mais par contre, ils vont se minéraliser au fur et à mesure et ils vont être disponibles pour les plantes en se minéralisant, mais comme il y a beaucoup moins de lessivage sur les engrais organiques non minéralisés que sur les engrais minéraux, vous allez éventuellement devoir mettre moins d'engrais. Plus, vous pouvez en mettre d'un coup et ça va se minéraliser au fur et à mesure et nourrir vos plantes. Alors que si vous mettez un engrais minéral un bon coup, vous pouvez pas mettre d'engrais minéral un bon coup en septembre et espérer encore en avoir au milieu de la saison. Il va falloir renouveler le stock ou alors en mettre vraiment beaucoup. Ça, c'est une chose qui est importante de savoir avec les engrais. Et enfin, une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que je vous conseille de faire des tests. Et il existe un petit kit de test que j'aime bien, qui s'appelle Anna. Ça se trouve sur le site. Je sais plus. Ça se trouve sur internet. Vous cherchez test de fertilité, test de sol. Et c'est des micro-analyses que vous pouvez faire chez vous. Il y a une analyse de pH, il y a une analyse pour l'azote, une analyse pour le phosphore, et une analyse pour le potassium. C'est un petit truc où avec un code couleur, vous avez des références couleurs, vous prenez de la terre, vous faites un petit mélange avec un produit chimique dedans, dans un petit tube qui vous fournissent, et ça vous permet de savoir si vous avez de la fertilité. Alors c'est assez difficile de savoir comment il faut doser le test, hein, pour ce test précisément, si vous achetez celui de Anna. Parce que le problème c'est que ils disent que si vous voulez tester un champ, il faut prendre un quart de terre pour le test. Si c'est pour un potager, il faut prendre 2 doses, et si c'est pour une serre, il faut prendre 3 doses, ou je sais plus. Enfin voilà, il y a des quantités différentes. On sait pas vraiment comment doser, comment avoir les bons résultats. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous avez une zone qui produit bien, une zone qui est très fertile, vous prenez un échantillon de ce sol-là et vous mesurez, vous choisissez une référence de quantité et vous déterminez que ce sol il est fertile, et quand je fais ce test avec telle ou telle quantité, il me dit là il y a de l'engrais, et donc après vous pouvez reproduire avec les mêmes quantités et savoir s'il y a suffisamment d'engrais ou pas. Vous voyez, vous prenez un test de référence quand ça fonctionne bien, et ensuite vous pouvez faire un test quelque part pour savoir si ça va bien fonctionner. Mais ces tests là, le kit il coûte une 50aine d'euros, et vous pouvez faire 10 tests je crois, et après vous pouvez acheter des recharges parce qu'il faut les produits chimiques, hein, c'est des doses uniques et donc il faut renouveler. Mais c'est une solution intéressante pour faire vos tests maison et en faire beaucoup et expérimenter. Moi j'essaye de faire beaucoup de compost maison avec mes déchets de micro-pousses et plein de déchets, et du coup je les teste avec ça parce que j'essaye de les fertiliser pour qu'ils soient vraiment bien riches. Voilà, j'ai fait le tour du gros sujet fertilité. J'aurais pas dû m'arrêter autant, on en reparlera, j'espère qu'on fera des heures et des heures sur tous les sujets, mais là je voulais parler de ça, vous raconter tout ça. Je suis désolé pour ces calculs qui étaient sans doute un petit peu... Si vous êtes en train de bricoler, en train de faire quelque chose comme je vous ai dit de le faire, ça devait pas être facile à comprendre. En tout cas, si vous êtes mauvais en calcul comme moi, je suis pas mauvais en calcul, mais je suis pas le plus rapide, on va dire. Faites confiance au pouvoir de l'infusion, hein. C'est ça que je vais vous dire. Faites confiance au pouvoir de l'infusion, vous allez voir, ça va quand même rester dans votre tête finalement. Même si vous n'avez pas compris, une fois que vous allez vous retrouver devant un papier et que vous allez essayer de faire ce travail, je suis sûr que vous allez réussir à le faire. Ok, je prends juste 2 minutes de pause là et je reviens. Ok, donc je reprends. On a parlé
du planning, on a parlé du sol, on a parlé de la sécurité, on a parlé de l'accès, on a parlé longuement de la question des engrais. Et maintenant, on va parler d'irrigation. Alors, irrigation. Là, on est vraiment dans comment faire pour avoir un truc irrigué, parce que vous avez besoin d'irriguer si vous voulez faire pousser des légumes professionnellement. Enfin, à part si vous êtes un génie. Je ne suis pas un génie. Je suis juste quelqu'un de très pragmatique, qui a envie de nourrir les gens et de gagner sa vie comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour irriguer facilement? Il faut opter pour l'aspersion. Aspersion, c'est-à-dire ayez un système d'arrosage par le dessus avec des gouttelettes. Voilà, vous choisissez votre système. Alors, comment vous faites pour avoir un système qui fonctionne à tous les coups? Vous faites arriver des tuyaux et vous avez des asperceurs. Vous pouvez prendre des asperceurs Leroy Merlin, ce que vous voulez, mais le truc c'est que il faut que ça fonctionne. Alors j'ai dit, vous pouvez prendre n'importe quel asperceur, mais c'est pas vraiment dans l'esprit du truc. Alors je vais être plus précis. Il y a des asperceurs qui s'appellent des wobblers sur internet, et ça c'est vraiment le mieux pour vous. Prenez des wobblers. Les wobblers, ça s'écrit W-H-O-B-B-L-E-R. Vous pouvez en trouver. C'est de la micro-aspersion. C'est des trucs noirs. C'est des trucs noirs qui font vraiment une pluie très fine sur votre sol, qui vont pas être agressifs, qui vont pas faire des flaques. Ça va être assez lent, ça va être assez uniforme, et même si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas beaucoup de pression ou pas beaucoup de débit, c'est vraiment ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux avec le minimum. Ok. Ensuite, vous utilisez soit vous avez l'eau du réseau, de l'eau en abondance, donc c'est super. Vous mettez un petit programmateur. Mais en tout cas, il faut pouvoir programmer. Si vous n'avez pas l'eau du réseau, que vous utilisez un puits ou une cuve ou un truc comme ça, vous utilisez une pompe électrique. Attention, vous ne prenez pas une pompe, je sais pas moi, à essence ou gaz ou que sais-je. Il faut pouvoir programmer. Vous ne pouvez pas tous les jours vous pointer et allumer et éteindre l'irrigation. C'est pas possible. Alors, il faut que ce soit programmable. Si vous avez une pompe électrique, vous pouvez mettre un programmateur pour qu'elle s'allume une fois par jour. Si vous avez l'eau du réseau, vous pouvez mettre un programmateur sur un des tuyaux pour envoyer dans le réseau de l'eau à tel ou tel moment. Voilà. Alors, petites astuces comme ça sur les tuyaux, des choses bonnes à savoir. Fuyez comme la peste les tuyaux qui ne sont pas noirs ou gris foncé. Des tuyaux qui ont des couleurs foncées. Il ne faut pas prendre des tuyaux jaunes, il ne faut pas prendre des tuyaux blancs. Pourquoi ? Parce que la lumière passe à travers ces tuyaux, et si vous faites passer de l'eau d'une nappe phréatique ou d'une cuve qui n'est pas complètement propre, et même l'eau du robinet, à mon avis, c'est le même problème, le soleil va traverser, la lumière va traverser, et il y a des petites algues qui vont commencer à grandir dans votre tuyau, et ça va obstruer les buses des asperceurs, et ça marchera plus, et vous vous demanderez bien pourquoi. Et moi je me suis bien demandé pourquoi plusieurs fois, et pendant un moment je comprenais pas, et c'était ça, et du coup j'ai changé tous mes tuyaux et je choisis les tuyaux les plus foncés possibles, et maintenant j'ai plus de problème. Donc sachez-le. Ensuite, si jamais vous vous rendez compte que vous avez pas que vos asperceurs ils fonctionnent pas assez bien, avant de commencer à vous demander si vous devriez avoir une pompe plus puissante, essayez, faites un test, augmentez le diamètre des tuyaux qui vont jusqu'aux asperceurs. Les tuyaux, au début je me disais ouais, mais pour un tout petit projet comme ça j'ai sans doute pas besoin de gros tuyaux, du coup je prenais des 15 mm de diamètre à la compte chez Gardena là, et en fait depuis que je suis passé à 19 mm j'ai plus aucun problème, et si ça se trouve votre solution c'est plutôt 25 mm et ça va beaucoup mieux marcher pour vous, mais essayez à la limite, essayez toujours avec le plus pour voir quelle solution peut fonctionner pour vous. Voyez, si vous avez besoin d'aller au plus à 25 mètres de distance, commencez par faire un système avec un tuyau qui fait 25 mètres, avec le plus gros diamètre que vous pouvez trouver éventuellement qu'on vous prête.
pour voir si ça marche. Vous voyez, parce que après, si vous avez beaucoup de surface à faire, ça peut être un investissement important. Ça peut être quand même une différence importante, surtout si vous commencez, si vous n'avez pas envie d'investir dans des trucs trop énormes. Vous pouvez vous dire, je vais faire un test pour un tuyau, avec un tuyau, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, vous pouvez essayer de réduire le diamètre des tuyaux pour voir jusqu'où ça fonctionne. Mais en tout cas, le diamètre des tuyaux, important, hein, le tuyau qui est entre la pompe et l'asperceur, son diamètre est important. Ensuite, pour irriguer tout mon jardin, moi j'utilise un truc que j'ai trouvé, c'est tout con, c'est chez Leroy Merlin, ça s'appelle c'est pas un distributeur, si je crois c'est un distributeur, enfin c'est un machin gris qui coûte 70 euros, quelque chose comme ça, et ça va faire qu'à chaque fois que l'eau s'éteint dans le tuyau, quand ça passe dans cette machine, il y a 6 canaux différents. Et à chaque fois que ça s'éteint, ça va passer au canal suivant, vous voyez. Et du coup, ça vous permet d'arroser plusieurs zones de manière mécanique sans avoir besoin d'avoir un programmateur hyper compliqué à 14 voies ou que sais-je. Parce que si vous êtes dans une zone, si jamais vous avez énormément de puissance, il n'y a pas de problème. Si vous avez de quoi mettre une pompe énorme et que vous avez envie d'investir dedans, après vous pouvez irriguer tout votre jardin, je sais pas, vos 3 hectares d'un coup si vous voulez. Mais si vous êtes comme moi et vous avez si vous avez une énergie restreinte, par exemple, moi j'ai ma pompe électrique qui est branchée sur le photovoltaïque, c'est une pompe 12 volts. Comme je dis ça, je peux pas m'empêcher de faire une petite digression. Pompe électrique 12 volts, prenez une pompe 12 volts. Attention, quand vous êtes sur un réseau photovoltaïque, si vous avez une batterie, n'utilisez pas n'importe quel appareil électrique. Les pompes, c'est puissant, ça demande de la puissance. Si vous utilisez une pompe qui est faite pour du 220 volts, elle va vous détruire votre batterie en 3 jours et votre batterie ne fonctionnera plus. Il y a des pompes 12 volts spécifiques pour ça. C'est des pompes, je crois, synchrones qui fonctionnent en 12 volts et qui vont sauver votre batterie. Faites attention à ça. Renseignez-vous, cherchez la bonne pompe, prenez une pompe 12 volts. Ne prenez surtout pas, dans aucun cas, ne mettez un alternateur, le truc qui convertit en convertisseur 12 volts, voilà. Ne prenez en aucun cas un convertisseur 12 volts pour faire un convertisseur 12 volts 220 volts pour utiliser une pompe en 220 volts ou 230 volts. Ça, c'est une solution miracle pour bousiller votre batterie, pour que votre système ne fonctionne plus. Ok, pompe 12 volts. Fin de la digression, ça m'a coûté tellement d'argent, le fait de ne pas savoir ça, personne n'a été capable de me le dire avant que je le découvre sur un forum obscur sur internet, alors j'ai pas pu m'empêcher de le dire. Donc, photovoltaïque, si vous êtes sur batterie, même si vous n'êtes pas en photovoltaïque, pompe, 12 volts, cherchez bien, faites attention à ça. Pas de 230 volts, j'espère que c'est compris. Voilà. Ensuite, du coup, vous avez votre réseau, disons, qui fonctionne. Quand vous allumez votre pompe, quand est-ce que vous irriguez ? Irriguez tous les jours. Il n'y a pas à discuter. Il faut faire un truc simple, il faut faire un truc fiable, et il faut que ça tourne, et il faut que vous soyez sûr que tout soit irrigué. Alors, moi, comme j'ai mon système solaire, pour économiser ma batterie, et pour avoir le plus de puissance possible, j'irrigue en pleine journée. Ça fonctionne très bien. Vous n'allez pas cramer vos plantes, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, c'est comme ça. Vous allez perdre un petit peu. Il faudrait irriguer un petit peu plus parce qu'il y a un peu d'eau qui va s'évaporer. Mais au final, ça va quand même fonctionner. Vous pouvez arroser la nuit aussi si vous voulez. Mais moi, je trouve que mes légumes, ils sont contents d'avoir un petit peu de fraîcheur en été dans la journée. Donc ça m'arrange d'avoir une bonne excuse à cause du photovoltaïque pour irriguer dans la journée. Après, je fais aussi des semis en été. Le fait d'irriguer en pleine journée quand il y a du soleil, j'essaye de le faire vers 13-14 heures, au milieu de la journée, et ça me permet d'avoir des semis réussis même en été, et d'avoir donc des carottes assez jeunes, même en été, pour mes chefs qui sont extrêmement reconnaissants. Tous les jours, mettez un programme tous les jours, genre arroser tout votre jardin tous les jours vers le milieu de la journée. Trouvez un moyen de faire que ça fonctionne, mais soyez pas avare en eau. Il y a plusieurs manières de gaspiller de l'eau. On peut gaspiller de l'eau quand on n'en a pas beaucoup
et que on peut gaspiller de l'eau quand on n'en a pas beaucoup et que on en a besoin pour faire boire ses enfants, mais on peut aussi gaspiller de l'eau quand on en a, quand on a un moyen d'en avoir et qu'on l'utilise pas et qu'on la laisse s'évaporer, se tarir ou qu'on la laisse couler ou qu'on la laisse vieillir ou je sais pas quoi. Hein. Si vous voulez faire pousser de la nourriture, il faut arroser. Si vous voulez le faire professionnellement, il faut arroser. C'est comme ça. Les plantes, elles ont besoin d'eau. Il y a vraiment à part si vous arrosez en permanence et beaucoup trop, vous n'allez pas les noyer, surtout en été. N'ayez pas peur de trop arroser, quoi. Enfin, je veux dire, arroser correctement. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire correctement, justement? Ça, je vais vous le dire aussi. Cherchez un petit peu autour de vous, faites des essais, mais ce que je vous propose, c'est de partir sur un minimum de 5 cm de irrigation par semaine. Attention, par semaine. Pas par jour, hein. 5 cm, donc genre 8 mm, un truc comme ça, par jour d'irrigation. Alors comment on fait ça? C'est simple, vous prenez un pot, vous prenez un verre, ou je sais pas, ce que vous voulez, vous faites tourner votre irrigation pendant 1 heure, vous mettez ce verre là où ça irrigue, et ensuite vous mesurez, et si pendant 1 heure, disons, ça a arrosé 8 mm, eh ben, ça veut dire qu'en 1 heure, vous irriguez 8 mm, et donc, en une semaine, toutes les semaines, vous allez irriguer 5 cm. Donc, vous êtes bon. Si vous mettez 2 heures pour faire 8 mm, alors ça veut dire qu'il faut faire 2 heures par jour. Et si vous mettez 33 minutes pour faire 16 mm, ça veut dire que, à peu près 16 minutes, en 16 minutes, vous avez vos 8 mm, donc il faut que vous irriguiez 8 mm. Il faut que vous irriguiez 16 minutes par jour. Voilà, vous prenez cette référence-là et ensuite vous l'implémentez pour tout votre système d'irrigation. Voilà tout ce que j'avais envie de dire, je crois, pour l'irrigation. Ouais, voilà. Hop. Ensuite, on va parler des outils. Les outils. Donc, les outils, je vous conseillerais de prendre le minimum. Et qu'est-ce que ça veut dire le minimum? Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, il vous faut une brouette moderne. La brouette à papy avec une roue en métal, c'est pas une bonne idée. Achetez une brouette à 100 €, une brouette avec une grande contenance, d'une bonne marque. Vous allez voir, une roue en caoutchouc, hein, vous pouvez la regonfler-la régulièrement. Ça vous aidera beaucoup. Ensuite, il vous faut obligatoirement une pelle. Vous allez avoir besoin d'une pelle. Prenez une pelle. Vous savez, il y a des pelles qui ont un peu une forme de bêche comme ça, mais avec le bout un petit peu pointu comme ça. Et ça, c'est la pelle à tout faire. Là, moi, ma marque, c'est Fiskars. Pas de placement de produit dans cette vidéo, mais Fiskars, c'est une pelle tout en métal. Ils font des super outils. J'en ai une depuis 7 ans et elle est nickel. Alors je vous recommande cette marque-là. Prenez la pelle simple qui ressemble à une bêche, qui peut faire le même travail qu'une bêche, mais aussi un travail de pelle. C'est super. Ensuite, il vous faudra un couteau quelconque. Hein. Moi, je suis plus trop opinel, mais c'est bien. Les opinels, ça marche, il n'y a pas de problème. Un couteau. Hein. Vous ne prenez pas trop la tête avec ce couteau. Ensuite, il vous faudra éventuellement un sécateur. Ça peut servir. Ça dépend. Si vous voulez faire des fleurs ou certaines plantes, il vous faudra probablement un sécateur. Et il vous faudra des caisses pour mettre le produit de vos récoltes dedans, ça c'est sûr, il vous faudra des caisses pour récolter, et il vous faudra probablement des seaux à droite à gauche, ça sert toujours pour prendre du compost, prendre de l'engrais, prendre choper 2-3 trucs, enfin c'est toujours utile, quoi. Des seaux, une dizaine de seaux, des seaux assez grands, hein, prenez pas les plus petits, enfin ça dépend, si vous n'êtes pas costaud du tout, prenez des petits seaux, si vous êtes costaud, prenez des grands seaux. Et puis après, il vous faudra aussi des plateaux dans lequel vous pourrez faire vos semis, hein. Il faut que vous ayez des plateaux. Alors ça, vous trouverez ça sur internet, vous commandez sur Amazon, ça dépend, hein, mais pas trop, mais quand même des plateaux qui font au moins 7 cm de profondeur, et comme ça vous pourrez faire vos plants dedans. Et ensuite, un petit bonus, je dirais, en ce qui me concerne, l'outil que j'utilise tous les jours, que j'utilise énormément, et là actuellement d'ailleurs c'est catastrophique parce que mes deux se sont cassés, l'outil le plus important pour moi sur un lieu de travail où on fabrique des choses, où on a des idées, où on a des choses à réparer, c'est la visseuse, hein. Optez pour une bonne visseuse, vous allez voir, elle vous servira toujours, et apprenez à vous en servir.
C'est vraiment un outil magnifique, magique, que j'adore, et je vous recommande. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, investissez dans des trucs un peu sympas, qui vous plaisent, qui vous donnent envie de travailler. Ah oui, un petit râteau aussi. Prenez un râteau, hein. Franchement, un râteau, c'est important. Avec un manche assez long, prenez pas un vieux râteau pourri. Mais voilà. En gros, c'est un petit peu tout ce dont vous devriez avoir besoin pour faire fonctionner votre potager. Et moi, attention, moi, je suis quelqu'un d'assez bordélique par nature, et du coup, il faut que je fasse un système avec le moins d'outils possible, parce que sinon, j'y arrive pas. Sinon, c'est le bazar. Si j'ai trop de trucs, eh ben c'est compliqué, quoi. J'arrive pas à gérer. Donc, je préfère avoir peu d'outils, mais les bons outils, que d'avoir trop d'outils et de vivre dans le bazar. Parce que la clarté de votre jardin, la clarté de vos outils vous permettra d'avoir une bonne visibilité, d'avoir des bons résultats, de résoudre les problèmes rapidement. Donc n'en ayez pas trop non plus. Ensuite, un petit moment à parler de graines. Les graines, bah oui, si vous faites de l'agriculture, vous allez avoir besoin de graines ou éventuellement de bulbes ou de griffes, des trucs comme ça. Alors, les graines, attention, c'est un peu dangereux les graines, on peut passer beaucoup de temps et acheter plein de trucs. En hiver, on est là, on se dit je vais acheter ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On passe du temps sur les sites qui vendent des graines. Faites attention de pas acheter trop de trucs, pas trop de variétés, et à la limite pas trop d'espèces. Mais si vous avez envie de faire 30 espèces, c'est votre problème. Après, c'est possible, mais je sais pas, voyez, si n'achetez pas 14 variétés différentes de betteraves, choisissez celle qui a l'air la mieux, et puis pour la première année, optez pour ça, et ensuite allez-y progressivement, vous voyez. Et surtout, faites une journée d'achat, et pas plusieurs, quoi. Je ferai un tutoriel un jour pour que vous sachiez comment avoir la bonne quantité de graines, mais déterminer la bonne quantité de graines qu'il vous faut, multiplier ça par 1,5 à peu près, et puis vous achetez cette quantité de graines, vous faites un achat, et vous achetez une variété, ou à la limite, si vous voulez avoir de la diversité, choisissez de la diversité de variétés, mais pas de la diversité d'espèces. Vous voyez, si vous voulez avoir 20 espèces différentes, des carottes, des betteraves, et des tomates, et puis des courges, et puis ceci, ok, c'est bien, mais ne choisissez pas en plus 12 variétés par espèce, parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Alors, si vous voulez avoir plusieurs variétés, par contre, choisissez moins d'espèces. Si vous voulez, vous pouvez être le roi de la carotte, le roi de la betterave et le roi du chou-fleur, et vous pouvez essayer toutes les variétés. Et comme ça, il n'y a pas trop de diversité. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire un seul achat. Vous prenez une journée et vous faites une journée de commandes et vous commandez tout d'un coup. Au début, moi, je faisais des petits achats par-ci, des petits achats par-là, et je me suis retrouvé dans des situations où je voulais savoir ce que j'avais planté où et quelle variété c'était. Et je m'y retrouvais vraiment pas. Alors, faites simple, choisissez ce que vous voulez avoir dans votre jardin. Et faites un achat et achetez un sac de graines de carottes et semez ces carottes-là. Vous aurez le temps de faire des expériences plus tard, mais comme ça, vous saurez à chaque fois quand vous vendez des carottes, vous saurez, tiens, ça c'est telle ou telle variété, ça c'est betterave, c'est telle ou telle variété. Et si jamais vous vous posez la question de savoir, tiens, vous voyez, vous dites par exemple l'année suivante, combien je dois acheter si je veux faire la même surface, si vous avez plein de petits sachets et que vous savez pas trop, il y a ceci qui a marché, il y a ceci qui a pas marché, vous arriverez pas vraiment à savoir, ça va être compliqué de savoir combien il vous en reste. Alors que si vous avez acheté un paquet de 10 grammes de graines de persil, vous regardez votre paquet, vous dites ok, il reste 5 grammes, ok, j'ai utilisé la moitié, je vais en prendre un peu moins l'année prochaine. Vous voyez, ça simplifie tout. Les graines, faites un seul achat et ne vous laissez pas trop emballer, c'est un truc de shopping de malade, les graines, donc il faut faire attention. Ensuite, les clients, un peu de vente. Parlons un petit peu de la vente. Alors, je vais pas m'éterniser trop longtemps sur ce sujet, ni sur les autres d'ailleurs. On a presque fini, rassurez-vous. Ça fait quoi ? Ça fait 1h30 qu'on y est. C'est bien, il y a un peu de densité, il y a des infos. Ce que je veux vous dire, c'est que il va falloir que vous alliez chercher les clients. Il va falloir que vous fassiez l'effort. Il faut pas que vous disiez c'est bon, je suis un super héros agricole, je vais faire pousser des carottes, génial, et les gens vont les voir
voir et ils vont se dire « Ouah, c'est la plus belle carotte que j'ai jamais eue de ma vie, je vais l'acheter, combien vous voulez ? Oh non, c'est pas assez cher, je vais vous donner plus d'argent. » Il s'agit de gagner votre vie, il s'agit d'être un agriculteur, mais le problème c'est que les gens ils vont pas avoir envie comme ça spontanément, ou alors il y a une petite partie de votre clientèle potentielle qui va vouloir vous acheter parce que c'est vous, parce que vous êtes sur tel marché, parce que vous êtes mignon, parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes beau gosse, que sais-je. Mais ce sera que une petite partie de la clientèle. Et dites-vous bien que si vous êtes hyper doué, que tout va bien, que vous suivez tous mes conseils et que du coup vous faites pousser des légumes énormes et que vous les vendez pas cher, bah vous savez reprenons. Si vous faites pousser des légumes tout pourris et qui sont chers, eh ben il y a des gens qui vont se dire ouais mais c'est tout pourri, c'est cher, alors je vais pas l'acheter. Ça semble assez intuitif. Mais si vous arrivez comme ça et que vous avez des betteraves énormes et des choux de Bruxelles gros comme des choux-fleurs et que en plus de ça vous vous dites je vais les vendre pas cher, comme ça je vais en vendre beaucoup, les gens ils vont se dire mais c'est quoi cette arnaque ? Ils vont se dire c'est pas possible, ça m'intéresse pas. Vous voyez, les gens, c'est au contraire. Les gens, ils ont envie ils vont trouver ça louche et ils vont pas vous les acheter. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va pas se faire tout seul. Je voulais pas être long. Je vais essayer de pas être long sur la question de la vente et de la clientèle. Ce que je veux dire, c'est que il faut que vous soyez actif. Il faut que vous vous déplaciez. Il faut que vous fassiez des livraisons, à mon avis. Il faut que vous alliez voir les restaurants et les particuliers. Il faut que vous ayez divers modes de vente. Mais surtout, la règle, c'est qu'il faut être actif. Si votre trip, c'est vraiment d'être au marché, si vous voulez être au marché, moi je veux plus au marché, ça m'énerve le marché. C'est vraiment pas fait pour moi. Peut-être que j'y retournerai un jour et je referai les choses mieux. Mais en tout cas, ne soyez pas derrière votre stand à attendre. Soyez actif, soyez vendeur. Ce que vous faites, c'est important. Ce que vous faites, c'est quelque chose d'essentiel et les autres le font pas. Et c'est vous qui le faites et vous avez bien raison de le faire. Et vous avez le droit de bien gagner votre vie avec vos légumes, mais ça va pas vous tomber dans les bras tout seul. Ok, vous faites pousser des beaux légumes, vous travaillez bien, vous faites revivre le tissu économique de votre quartier, vous utilisez des ressources inexploitées pour créer de la valeur. Enfin, vous faites un super travail. Vous méritez bien sûr d'avoir un salaire, de bien gagner votre vie, mais ça va pas se faire tout seul. Ce que je veux dire, c'est pas que vous le méritez, donc il faut qu'on vous le donne et vous devez râler si les gens ne viennent pas acheter. Ce que je veux dire, c'est que c'est légitime, que vous avez le droit, vous avez parfaitement le droit d'être un vendeur actif. Alors si vous êtes au marché, même si vous êtes au marché, ne restez pas immobile, assis, en train de bouquiner derrière votre stand. Enfin, vous pouvez bouquiner un petit peu quand il y a vraiment personne. Je dis ça parce que on s'est moqué de moi parce que je lisais, mais moi je lisais des bouquins instructifs, vous voyez, sur le marché. Et puis quand il y avait la clientèle qui commençait à être là, et après je faisais le chaland, quoi. Donc voilà, soyez actifs, interpellez les gens dans la rue, demandez-leur qui passent au marché, interpellez-les, demandez-leur comment ça va, parlez de vos produits. Les gens ils sont contents finalement. Il faut que vous le fassiez, comme ça va marcher, comme ça vous allez pouvoir vendre à un juste prix le produit de votre travail, vous allez pouvoir bien gagner votre vie et finalement les gens ils seront contents. Alors soyez actifs dans la vente, quel que soit votre canal de vente, ne soyez pas passif mais soyez actifs et vous allez voir, ça marche, les gens se méfient des gens qui ne vendent pas assez leurs produits et ils font confiance à ceux qui les vendent activement. Soyez actifs dans la vente. Ensuite, on va encore parler du stockage parce que oui, il faut réfléchir à la question du stockage. Alors, si vous voulez stocker vos légumes, il vous faut une chambre froide. Il vous faut une chambre froide. Vous trouvez sur internet, à la limite, ça dépend des quantités que vous faites. Si vous faites, moi avec mes micro-pousses, je vends ça à un bon prix, donc j'ai pas besoin d'en faire pousser des tonnes et du coup j'arrive à les stocker dans 4 frigos. 4 grands frigos, quand même. Mais c'est un peu compliqué. J'espère que bientôt j'aurai une chambre froide. Voilà. Si vous trouvez un système qui vous convient et qui fonctionne pour vous, où vous stockez vos légumes, il vous faudra une chambre froide. Vous pouvez la mettre dans votre grange, dans votre cave, j'en sais rien. L'idéal, c'est de trouver une remorque frigorifique. Ça, c'est vraiment parfait, mais c'est un peu cher. Enfin, voilà. Il vous faut un système si vous voulez stocker vos légumes. Et j'arrête pas de dire si vous voulez stocker vos légumes parce que c'est pas obligatoire de stocker vos légumes. Et c'est ça qui est important. Il est important de le comprendre. Si vous êtes bien organisé, si vous avez un système bien rodé,
et ben alors vous pouvez ne pas stocker vos légumes. Vous, je sais pas, vous trouvez un endroit qui est un petit peu frais, même en été, genre votre cave, ou même à l'ombre, vous mettez vos trucs à l'ombre quelque part, dans des caisses fermées. Vous récoltez. Alors je vais vous expliquer ce que moi je faisais avec mes légumes, ou ce que je fais avec les fleurs, et ce que je fais vraiment tout le temps avec les micro-pousses. C'est-à-dire que je conserve jamais les micro-pousses. Et je conserve jamais les légumes et je conserve jamais les fleurs en fait. Je récolte toujours le soir, en fin d'après-midi, quand il fait déjà un petit peu plus frais. Enfin, ça c'est pas vrai pour les micro-pousses, mais on parle des choses qui sont en plein air, hein, on parle du jardin. Par exemple, des légumes, je vais aller les récolter vraiment en tout dernier dans la journée, et du coup, après, je vais les mettre à l'ombre, je vais les mettre dans un endroit qui est un petit peu frais, dans un garage, dans une cave, comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter exactement la bonne quantité pour la vente qui suit. C'est-à-dire, si je récolte le soir, je vais faire en sorte que tout soit vendu le matin suivant. Et je vais faire un système qui va être précis. Ça, c'est c'est l'un des grands avantages de la petitesse, de la petite taille d'un jardin. C'est que si vous êtes efficace, si vous avez une bonne fertilité, ça va bien pousser. Et vous allez pouvoir optimiser les choses pour savoir à peu près ce qui va passer et ce qui va pas passer, vous voyez. Et alors, vous allez récolter exactement ce que vous serez en capacité de vendre le lendemain. Vous allez essayer de prendre des commandes aussi, hein, ça c'est important. Vous avez des restaurants, vous avez des clients, vous allez leur dire « Ah tiens, qu'est-ce que tu veux ?» Et alors ils vous envoient un SMS, vous les appelez, ils vous disent « Ah, je veux 100 kilos de carottes et 14 bottes de radis. » Et alors vous leur ramenez exactement ça. Et du coup, vous leur ramenez exactement ce qu'ils ont demandé et vous n'avez pas besoin de le stocker derrière. Et si vous allez au marché, vous savez à peu près, si vous êtes attentif, si vous faites attention à ce qui se passe, vous savez à peu près ce que vous êtes capable de vendre sur le marché. Vous prenez un petit peu plus et à la fin, vous faites des ristournes et le reste, vous l'offrez à vos copains ou vous le mangez vous ou vous l'offrez à des restaurants ou vous trouvez un moyen vous le vendez à moitié prix à des restaurants, vous trouvez un moyen de le vendre. Mais à la fin du marché, vous n'avez plus rien à vendre. Vous n'êtes pas un épicier, vous n'êtes pas un commerçant. Pardon, pas de critique, tout à fait honorable, ces métiers, mais je suis pas là pour les critiquer. Juste nous, on est des jardiniers, et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est pas stocker des trucs, charger, décharger des palettes, c'est pas notre métier. Donc moi, je vous recommande de mettre en place un système qui est tiré au cordeau, qui est tellement précis que c'est un système qu'on pourrait appeler récolter-vender, où dès que vous récoltez quelque chose, ça va commencer à dépérir, donc vous le conservez pendant une nuit maximum, un petit peu dans un endroit le plus frais possible, et le lendemain, vous le vendez, et paf, vous n'avez pas besoin de le remettre en chambre froide, vous en êtes débarrassé, vous avez à la place de ça des sous sur votre compte en banque. Ensuite, pour 2-3 questions administratives, enfin administration et hygiène, donc les règles un petit peu quoi. Et ça va être la fin là parce que c'est pas très, ça va pas être très long. Alors, si vous commencez dans l'agriculture, vous créez votre petite structure agricole, entreprise individuelle en France. Hein, on parle de la France, le reste du monde, j'en sais rien. Vous avez des obligations. Vous avez des obligations d'entreprise, des obligations comptables qui sont extrêmement simples. Ne vous embêtez pas. Enfin, vous pouvez, si c'est votre trip, conserver les factures, noter tout et n'importe quoi. Je sais pas, noter la TVA, mais au début, vous commencez votre entreprise, vous n'êtes pas assujetti à la TVA et vous avez une seule obligation légale comptable, c'est d'avoir un registre des ventes. Ok ? Registre des ventes et éventuellement pour les questions d'hygiène, si jamais vous faites tester, ils vont vous demander un petit peu un registre des récoltes. Donc vous notez exactement dans un fichier sur votre drive, vous notez exactement ce que vous vendez. Attention, pas exactement, vous pouvez dire légumes et fleurs et micro-pousses et que sais-je, si vous voulez, ça va. Registre des ventes, vous notez tout ce qui est vendu. Il faut que vous puissiez faire ça. Si vous éditez des factures, il faut que vous puissiez les sortir. Donc registre des ventes et factures. Ça, c'est les obligations comptables.
Vous n'avez pas l'obligation de conserver vos factures d'achat, seulement de vente. Ok ? Voilà, posez pas trop de questions pour le début. Juste, obligation d'avoir un registre des ventes et de conserver toutes les factures que vous émettez, bien sûr. Pas que vous recevez quand vous achetez quelque chose. Ensuite, attendez, petite remarque, un truc tout bête, mais non, je vais pas m'arrêter là-dessus. Donc, et puis aussi pour l'hygiène, règle, ayez un registre des récoltes. Vous notez. Ça, j'ai l'impression, j'ai été contrôlé en 2023 par la DRAF et ils étaient contents parce que j'avais un registre des récoltes et cette gentille madame m'a dit que il fallait avoir ça. Donc ayez ça et puis c'est le minimum obligatoire. Donc ça, ayez-le, comme ça vous êtes tranquille. Je répète, registre des ventes avec tout ce que vous avez vendu en euros, avec les dates, à qui, et ensuite toutes les factures et le registre des récoltes pour si jamais il y a des questions d'hygiène. Voilà, ça leur fera plaisir si vous vous faites contrôler sur l'hygiène agricole. On fera je vous raconterai, on fera un résumé, je vous dirai tout ce que je sais sur les contrôles d'hygiène dans l'agriculture, un de ces quatre. Et enfin, donc ouais, hygiène, on va encore parler un petit peu de ça. Non, ça va être très rapide. Une chose qui est importante de savoir, c'est que il faut que vous laviez vos légumes avec une eau potable. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que vous utilisiez l'eau du robinet ou alors que vous fassiez tester votre eau annuellement pour la potabilité. Alors il y a deux sortes de tests pour les analyses d'eau. Il y a un test à la propreté qui valide, qui dit oui, cette eau elle n'est pas complètement dégueulasse, c'est pas complètement contaminée avec tous les polluants imaginables et les hormones et tout ce que vous voulez. Ok, ça c'est la propreté, donc vous pouvez arroser avec cette eau. Enfin, il y a des règles un peu plus compliquées, mais je vais pas m'arrêter maintenant. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la potabilité, la question de la potabilité, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir un justificatif si vous utilisez une eau stockée ou une eau d'une nappe phréatique ou une eau de rivière, de pouvoir justifier de la potabilité de cette eau. Donc, tant que vous le pouvez, lavez vos légumes avec l'eau du robinet, vous les ramenez chez vous et vous les lavez chez vous, ok ? C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sûr et ça vous évitera bien des soucis. Voilà, on a fait le tour. Alors ça fait presque 2 heures qu'on est là, 1h40, 1h45 je crois. Donc j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. J'espère que sans doute que vous vous posez encore plein de questions, mais c'est déjà un bon tour d'horizon, un bon plan, un bon master plan. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est essayez, allez-y. Moi, je trouve que faire pousser de la nourriture, c'est le plus beau métier du monde. J'adore ça et moi, mon objectif, c'est vraiment de valoriser plus ce métier. J'ai envie de créer des jardins, j'ai envie de créer des jardiniers. Le slogan, le slogan de mon entreprise éducative, agriculturelle et culturelle, c'est nous cultivons des jardiniers heureux. Alors moi je trouve que ce métier est vraiment génial et je vous souhaite de vous lancer, je vous souhaite de réussir, je vous souhaite de montrer l'exemple, de montrer qu'on peut être agriculteur et très bien gagner sa vie. Et soyez, s'il vous plaît, soyez fous, soyez dynamiques, soyez travailleurs. Remettez les choses en question, inventez des choses géniales, trouvez des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé. N'hésitez pas à être vendeur, soyez joyeux, soyez fiers, montrez au monde les nouveaux agriculteurs.